La famille, tout d'abord. Elle avait son importance. Notre histoire aurait été compliquée, avait dit Luc à Maude, si Delphine n'avait pas apprécié mon frère. Maude ne s'était pas attachée à la lettre de cette affirmation. Elle avait compris qu'il était important pour Luc que son ami s'entende dans un sens plus large, avec sa famille. La campagne ensuite, qui représente, dans l'imaginaire de Luc, le rêve, l'illusion et le fantasme, ces émotions d'enfant, le plaisir, la joie et le rire qui l'ont porté pendant des années, à chaque fois qu'il pénétrait dans le vaste jardin des grands-parents. Maude avait eu besoin, pendant l'enfance de ses deux fils, des arbres et du ciel, de la rivière et de la pelouse parsemée de trèfles et de mauvaises herbes. Elle était emprisonnée par l'angoisse liée aux résultats scolaires et elle respirait plus librement lorsqu'ils allaient à Champs-les-Vignes. Par tous les temps, hiver comme été, Maude les y entraînait. Pour elle, mais aussi pour eux, qui profitaient ainsi des bienfaits du grand air. La seule contrainte était justement celle de l'école, quand des contrôles ou des devoirs les retenaient à Paris. Luc sentait sans doute que l'inquiétude maternelle relâchait son étreinte là-bas, dans le grand jardin ceint de poiriers noueux. La famille rassemblait ses forces pour progresser ensuite sur le chemin plus abrupt et chaotique de la semaine. Par 2 fois, Luc, poussé par la joie, la confiance, l'amour, l'optimisme, l'allant, le bonheur, avait, sous l'impulsion du moment, favorisé la poursuite de leur histoire. Il s'était la première fois interrogé à haute voix devant sa mère. Il avait la 2e fois pris Delphine par la main. « Je voudrais te montrer quelque chose, lui avait-il dit assez fier de la surprise qu'il allait provoquer. Les lumières de la nuit éclairaient les pavillons d'octroi qui marquaient l'entrée de la place. Sur le moment, elle n'avait pas compris. Il lui avait expliqué à plusieurs reprises les possibilités qui s'offraient à eux. Luc avait 7 ans. Maude l'aidait pour un travail scolaire ou bien elle lui lisait un livre, ce qu'elle adorait faire. La conversation avait débuté à l'improviste et au petit bonheur, et Maude avait, au fil des remarques et des questions, dit à son fils que lorsqu'un homme choisit une femme, il ne la choisit pas comme une voiture, parce qu'ensuite, il ne peut pas en changer comme il changerait de voiture. Luc était suivi par Delphine. Il avait fait le code pour pénétrer dans l'immeuble boulevard de Tessier du côté des numéros pairs. Il était passé devant les rangées de boîtes aux lettres. Il avait traversé la petite cour intérieure avant d'atteindre l'ascenseur qui les mènerait au 5e étage. Et il avait conscience qu'il n'empruntait pas, ce soir-là, la voie de la frivolité. Il avait tout d'abord dit à son père et à sa grand-mère qu'il habiterait l'appartement. Il leur opposa ensuite pendant 3 mois un imperturbable silence radio, comme si aucune suite n'était donnée à cette décision, alors que le père et la grand-mère se sentaient pour leur part enthousiastes et motivés au premier chef. Ils échangeaient des regards. Que se passait-il, se demandait-il. Ils n'avaient pas l'impression que Luc, lui, avait parlé. Ils entendaient par là, en avait parlé à Delphine. La perplexité pesait sur l'ambiance familiale, qui changea du tout au tout après la révélation faite à la jeune fille. Le sujet devint du jour au lendemain ouvert et d'actualité. Il fut commenté et discuté. Depuis lors, lorsque le couple
dînaient boulevard de Tessier, ils parlaient de couleur de tapis et de longueur de lit, de forme de canapé et de colonnes montantes destinées à supporter les appareils ménagers. Le sujet était collectif, il fédérait les conversations et Maude, par chance, avait toujours ses écouteurs. Elle portait intérêt aux paroles échangées autour de la table et également à l'autre flux de paroles plus discret, plus personnel, provenant de divers romans enregistrés. Elle avait conscience de se rapprocher chaque jour un peu plus du statut de belle-mère, tel que qualifié par Sabine, et elle avait conscience en cela d'être aidée de façon non négligeable par la technique moderne. Chapitre 9. Regard. Je lui donnerai des baffes à Luc, disait Romain. C'est un vrai toutou avec Delphine. Ça va pas durer, ça va craquer, j'en suis sûre. Vivement qu'ils soient installés tous les deux, maugréait-il, passablement agacé par la présence de Delphine à la maison, par l'évolution du mode de vie familial et par son frère, qui n'était plus le même. Courant octobre, Maude perdit son oncle. Elle accompagna sa mère à Biscarrosse, au sud de Bordeaux, où avait lieu l'enterrement. Luc, qui n'avait pas encore commencé à travailler, proposa d'être du voyage. Maude fut étonnée. Le nouveau Luc, celui qui passait désormais du temps à table avec Delphine, avec la famille de Delphine en Normandie et boulevard de Tessier également, s'apprêtait à s'immerger dans un bain familial jusqu'à présent inconnu de lui. Il dormirait à l'hôtel, dans une chambre voisine de celle de Maude. Il rencontrerait pour la première fois la veille de l'enterrement une grand-tante, des cousins et cousines de l'âge de sa mère. Le jour du départ, Maude le vit s'installer non loin d'elle, dans un train presque vide. Elle distingua sur son visage sa nouvelle expression absente, sociale, éteinte, morne, grise, une expression d'ennui, de quelqu'un qui attend que les événements passent, qui se contente de les accompagner, à côté, sans joie et sans passion, parce que tel est le rôle que l'on se doit de jouer dans la vie d'adulte. La tristesse submergea Maude. Était-ce là sa nouvelle vie? Son garçon était-il heureux? Manou fit, à quelque temps de là, la connaissance de Delphine. Le déjeuner familial eut lieu au restaurant. Il réunissait Manou, Luc, Delphine, Romain, Thibault, Maude, ainsi que Clément, le frère de Thibault. Maude était en face de Luc et elle le vit souriant et amoureux. Il câlinait et embrassait son ami. Son inquiétude s'estompa. Un matin d'octobre, Delphine partait au travail. Elle quittait le boulevard de Tessier pour rejoindre la Défense. Il était 9h30, le rythme était plutôt calme dans son bureau. La clôture trimestrielle des comptes, qui s'accompagnait pour elle de fatigue et de tension, était terminée. Elle était dans l'entrée, la main sur la poignée de la porte. Luc la suivit jusqu'au seuil. Elle se tourna vers lui, elle l'embrassa sur les lèvres et elle partit. La porte se referma. Luc s'en retourna vers sa chambre. Maude aperçut son sourire, tendre et satisfait. Luc et Delphine s'installeraient bientôt cour de Valbois, au 5e étage, à 2 minutes à pied du boulevard de Tessier. Thibault et Maude s'interrogeaient. Leur fils était, avec son ami, un adulte matériel et concret. Le couple était
tout neuf. S'inscrirait-il dans la durée? Les parents se le demandaient. Chapitre 10. Dernière journée. La famille prit l'avion du retour le samedi soir aux alentours de 20h. À midi, les bagages étaient bouclés. Les chambres devaient être libérées. L'on peut séjourner quelque temps dans un palace. Les contraintes de calendrier n'en demeurent pas moins impératives. Les prestations peuvent être exceptionnellement luxueuses. L'on est courtoisement prié, une fois sa quote-part de jours et d'heures précisément consommée, de poursuivre son existence ailleurs. Ils quittèrent leur chambre à midi, ne montèrent dans le taxi à destination de l'aéroport qu'à 17h et connurent, dans l'attente du départ, une délicieuse dernière journée idéale, vaporeuse, fluide, de légers filets d'air caressaient les visages. Tous quatre s'adressèrent, au fil des heures, mains, sourires, complices et gestes de courtoisie. Maud avait organisé ce voyage dans ce but, afin d'être ensemble un peu plus qu'à l'accoutumée. Ils se distinguaient bien évidemment du quotidien et n'étaient donc pas à l'origine dépourvus de risques. La question avait traversé son esprit sur la façon dont elle s'occuperait avec Thibaut dans ce nouveau cadre où il n'avait pas de repère. Sauraient-ils être bien ensemble? Le silence entre eux ne s'imposerait-il pas? Maud s'était, par ailleurs, montrée une mère comme les autres. 2 fois par jour, midi et soir, à table, elle avait été à l'écoute, ainsi qu'à l'origine des conversations. Ce fréquent exercice avait conduit, à chaque fois, à une impeccable réussite. L'après-midi s'écoulait. Maud n'avait plus qu'à se laisser porter, sans effort ni inquiétude, sur la crête du temps. Elle avait son ordinateur, Thibaut son livre, de même que Romain. Luc consultait davantage son téléphone. Le temps passait. Maud regarda sa montre. Elle pouvait se baigner une dernière fois. Elle nagea longtemps. Elle força sur les muscles de ses bras et de ses jambes. Elle étirait son ventre à chaque inspiration, qu'elle libérait ensuite longuement, le visage plongé sous la surface de l'eau. Insensiblement, la fatigue remplaça les premières sensations de plaisir et de détente. « Je peux bien aller jusqu'au ponton, se dit-elle, jusqu'au départ du ski nautique. Je ne fais pas de sport dans l'année, je peux me forcer, c'est bon, pour être plus énergique plus tard et pour ma ligne aussi. » Elle entamait alors une nouvelle brasse et une autre encore dans une eau qui lui semblait de plus en plus dense, épaisse et difficile à fendre. Elle insistait, se considérait comme une petite nature et elle continuait. On n'est parfois pas très intelligent lorsqu'on est fatigué, ou lorsque l'on manque d'une certaine douceur envers soi-même. Une intime crispation inquiète, liée à un début d'autocritique, peut empêcher d'accueillir une réconfortante nonchalance. Le malaise s'infiltre qui n'a pas de raison d'être. Maud terminait d'agréables vacances familiales, elle nageait sur quelques centaines de mètres, il n'y avait rien là que de très abordable, et pourtant, elle se sentit, d'un moment à l'autre, confrontée à la solitude fondatrice de l'être humain. Elle endurait une épreuve, soudain inévitable, comme si sa vie en dépendait alors qu'elle aurait pu dans l'instant abandonner son effort. Elle approchait du ponton, elle s'apprêtait à y prendre appui pour entamer le retour.
Elle gagnerait ainsi en vitesse, exactement comme les champions à la télévision qui donnent d'impressionnants coups de talon en bout de piscine et effectuent de superbes et rapides demi-tours. Elle ferait de même. Elle était fatiguée, mais elle apprécierait de repartir aidée par cette poussée sur la jetée de bois. Elle joua donc aux nageurs olympiques en appuyant énergiquement sur une poutre immergée. Une fulgurante douleur la transperça. L'accident. J'y suis, pensa-t-elle. Gravissime. Les accidents arrivent ainsi, pour cause de bêtises, de fatigue, de décisions prises en dépit du bon sens, de minuscules causes entraînent parfois de lourdes conséquences. Maud avait eu l'intuition d'un danger latent alors que ses mouvements de bras devenaient de plus en plus pénibles. La roue de la vie tourne, brutalement sans prévenir, après des journées, comme par hasard, incroyablement faciles et légères. L'ironie du destin frappe et définit soudain un avant et un après qui deviennent a posteriori définitivement figés. Que lui arrivait-il? Avait-elle été mordue par une murène des tropiques? Une soudaine phlébite obstruait-elle l'une de ses artères vitales? Son cœur n'était-il pas arrêté en pleine course par un infarctus aussi soudain qu'imprévisible? Une forte crampe ne la menaçait-elle pas purement et simplement d'une future noyade? Un requin sanguinaire n'aurait-il pas cisaillé d'un coup d'un seul l'un de ses mollets? L'hélice du bateau à moteur du ski nautique ou la flèche d'un fusil harpon ne l'avait-elle pas brutalement frappé? Rassurons le lecteur. Aucun de ces terribles drames ne survint en cette belle fin d'après-midi, un événement qui, le cas échéant, eût été relativement surprenant dans le cadre de ce récit de nature globalement paisible et quotidienne. Quelques dixièmes de seconde suffirent pour que Maud comprenne. Un bel oursin venait, toutes aiguilles dehors, de lui transpercer le pied. Exit les tragédies qui lui avaient traversé l'esprit pendant cette infime fraction de seconde. La panique fut aussi brève qu'intense, d'où le choix de ne point omettre cette narration d'un paysage certes tout intérieur, mais qui fut aussi réel sur le moment que la caresse du soleil sur les gracieux palmiers dattiers penchés vers le rivage. Elle réussit à ôter quelques-unes des aiguilles, elle revint à la nage, sortit de l'eau en sautillant. Luc et Romain se précipitèrent, ils essayèrent d'extraire quelques autres épines. Thibaut s'était aussi empressé, le plus inquiet de tous, dès lors que la santé est en jeu, mais il ne pouvait, en raison de sa mauvaise vue, participer à l'examen du pied. Il demeurait impuissant, tandis que le gentil monsieur de la famille voisine de plage, qui suscitait l'admiration pleine et entière de Maud, venait aux nouvelles. L'incident, pour le moins ostentatoire, révélait une certaine inconséquence chez la victime. Pose-t-on son pied dans un milieu aquatique inconnu? Mais permit néanmoins aux deux vacanciers, Maud et son sympathique voisin, qui s'étaient jusqu'alors côtoyés en silence, d'échanger quelques aimables paroles compatissantes, qui plus est, du côté de celui qui s'informait. Il donna des conseils et préconisa une visite à l'infirmerie. Luc se proposa d'y aller. Il affronta la chaleur accablante de l'après-midi, atteignit l'infirmerie qui était à l'autre extrémité du club, mais il trouva porte close. Il réexamina avec attention le pied de sa mère et parvint à retirer quelques épines supplémentaires. De retour à Paris, Maud, qui boitillait, avait une anecdote exotique à raconter à quiconque s'intéressait à sa démarche claudicante. Elle se remit rapidement, la blessure n'était pas si grave. L'épisode des oursins ne changea en rien
l'ambiance de leurs dernières heures en terre de Martinique. Le bonheur s'immisçait, fugace, discret, à la lisière des vacances. Ils montèrent dans le taxi. Un couple partageait la banquette arrière avec Maude, qui sourit intérieurement. La femme était une critiqueuse professionnelle, obsessionnelle, démonstrative. Le mari se taisait. Les 3 hommes de Maude étaient devant elle. La route, puis l'autoroute, défilaient une dernière fois sous leurs yeux le long de la magnifique mer des Caraïbes. Les lumières jouaient avec l'obscurité de la nuit. La conduite du chauffeur et des autres véhicules alentour était rapide et nerveuse, plus vive que celle de la métropole. Thibault était entre ces 2 garçons. Maude oublierait plus tard ce qu'ils se disaient, mais elle se souviendrait des rires complices qu'ils se lançaient, à l'un, à l'autre, à droite, à gauche, au centre, et qui rebondissaient. Thibault était transporté dans son paradis personnel. Il n'a besoin pour y pénétrer ni de cocotier, ni de sable fin. Il lui suffit de ces instants, avec ses garçons. Le regard de Maude s'attardait sur sa nuque et sur son cou. Il tournait la tête vers Luc, puis vers Romain. Il les écoutait. Maude avait conscience de son bonheur. Ils arrivèrent sur le parking de l'aérogare, un bâtiment climatisé, au sol lisse et immaculé. 3e partie, Paris. Chapitre 1. Question de santé. Maude revint à Paris. Son pas était mal assuré, mais elle souffrit surtout de piqûres de moustiques qu'il avait dévorées un soir où elle était restée trop longtemps sur la plage. Elle avait découvert à ses dépens que dans l'atmosphère tropicale saturée d'humidité, des hordes de moustiques agressifs surgissaient dès la tombée de la nuit. Elle crut être victime d'une réaction allergique. Sa peau était en feu. Elle se demandait si elle guérirait un jour. Elle était inquiète, elle n'en parlait pas. Peut-être développait-elle une maladie spéciale importée des tropiques, peut-être les comprimés homéopathiques qu'elle prenait chaque jour, les pastilles du bonheur ainsi qu'elle les nommait, exerçaient-elles sur elle une influence par trop magique pour ne point créer ce type d'effet secondaire? Elle suivait en effet depuis quelques mois un traitement homéopathique censé lutter contre la tristesse, sa très fidèle ennemie, et, coïncidence ou non, elle naviguait désormais sur des eaux libres des écueils qu'elle croisait habituellement sur sa route, tels que l'abattement ou un pénible sentiment de vide existentiel. Elle se souvenait que monsieur son homéopathe avait évoqué, lors de leur première rencontre, de possibles transformations de maux psychologiques en troubles somatiques. Elle n'était plus triste, mais elle s'arrachait la peau et elle s'interrogeait. Elle se sentait au fond assez ridicule, avec sa perplexité secrète sur son état de santé. Le retour lui sembla de la sorte relativement complexe. Puis les démangeaisons finirent par s'estomper, de même que les blessures qui marquaient sa peau. Après quelques semaines, aucune trace n'était plus visible. Son teint, quant à lui, au dire de ses amis, demeurait mat et cuivré. Chapitre 2. Jeu de Lego. Début décembre, un mois après son retour de Martinique, Luc habitait cour de Valbois avec Delphine. Ils disposaient désormais de leur jeu de Lego
qui consistait à aménager leur mignon appartement. Cette toute récente activité leur permettait de communiquer à loisir, tous deux ainsi qu'en famille. Maud les trouvait vraiment très motivés. Ils prenaient leur temps, ils visitaient de nombreuses boutiques, ils achetaient parfois des meubles d'occasion afin de les acquérir à meilleur prix. Luc n'était pourtant pas sans épargne, il aurait pu simplifier la vie, mais chaque euro dépensé semblait essentiel aux yeux de Delphine. Ils achetaient à la façon de Delphine, et non pas comme Luc avait eu l'habitude de le faire lorsqu'il était seul. Il choisissait alors sur Internet, il commandait et prenait ensuite tranquillement livraison des objets. Tous deux respectaient un strict partage des dépenses. Le jeu leur appartenait, ils en avaient défini les conditions, relativement complexes, alors que Maud aurait pour sa part accompli ses différentes tâches en 2 temps 3 mouvements. L'important n'était-il pas de vivre ensuite dans le lieu choisi et non pas de l'équiper, l'équipement n'étant assurément pas un but en soi. La vie compte et le temps passé ensemble et l'échange, bien plus que l'aspect matériel des choses, évidemment nécessaire, mais qui, de préférence, devrait demeurer accessoire. Luc et Delphine exploraient quant à eux le versant concret et visible de l'existence, et les échanges en famille tendaient spontanément vers ce sujet, devenu d'actualité. Thibaut avait d'abord essayé de soutenir l'effort des 2 jeunes gens. Il leur avait offert 4 magnifiques lampadaires qu'il avait trouvés à des prix défiant toute concurrence. On ne l'y reprendrait plus. Ah mais non, lui avait dit Luc, visiblement contrarié, on y avait déjà pensé, justement, avec Delphine, on avait repéré ce type de lampe, justement, mais plus belles et moins chères, on allait les acheter. Thibaut avait compris, ils menaient leur barque à leur façon, et ils s'abstiendraient à l'avenir de toute intervention sous peine d'incident ou même d'éclat diplomatique. Le temps était révolu où le jeune couple participait volontiers aux activités des parents. Ils allaient alors à Champs-les-Vignes en fin de semaine et ils dînaient ensemble le soir dans la grande salle. L'heure était désormais à leur jeu de construction ou de Lego personnel. Maud se demandait si les week-ends à la campagne reviendraient un jour d'actualité. Elle n'avait jamais vu son fils aussi concerné par la vie matérielle. Un lundi du mois de novembre, alors qu'il ne travaillait pas encore chez l'Artigue Frères, il s'était levé et avait quitté l'appartement au pas de course. Ce n'était pas son style. Il avait toujours conservé, même lorsqu'il partait pour un examen, une démarche tout à fait tranquille. Il s'était, cette fois-ci, réveillé étonnamment tôt. Il avait pris sa douche, s'était habillé, il était sorti au plus vite et n'avait cessé, tout en courant presque sur le trottoir, de consulter l'heure sur son téléphone portable. Il rejoignait le père de Delphine pour une journée complète de bricolage. Ce n'est décidément pas son genre, avait pensé Maud. Mais enfin, avait-elle poursuivi en son fort intérieur, s'ils s'aiment ainsi de cette façon, que peut-on y redire? Quant à la durée de leur amour, la question ne se pose pas pour moi en tout cas, qui suis hors jeu et sur ce terrain, bien évidemment, sans le moindre moyen d'action. Maud se répétait là de bien belles affirmations, mais elle ne pouvait cependant s'empêcher de tenter justement d'imaginer leur avenir ensemble. Delphine était visiblement pour l'heure tournée vers le matériel, alors que Maud craignait l'ennui dans la vie. Que serait donc dans ces conditions leur vie future? Ne finiraient-ils pas tous deux un jour par s'ennuyer? De quoi parlaient-ils ensemble quand ils étaient seuls?
de bien autre chose à coup sûr que de canapés et de couleurs de rideaux, elle en était certaine, et pourtant Luc lui assénait volontiers des allégations qui l'inquiétaient lorsqu'elle lui demandait « Et alors, avec tes amis de fac, dis-moi, vous parlez de quoi quand vous êtes ensemble ?» Soulignons ici que Maude savait assurément demeurer discrète. Elle l'interrogeait sur ses amis et ne serait au grand jamais allée jusqu'à citer Delphine. Luc affectait de répondre à sa mère qu'il ne parlait de rien, ou encore de presque rien, ou bien encore de rien d'intéressant. Il disposait ainsi de plusieurs variantes en guise de réponse, et il lui arrivait à l'occasion, lorsqu'il éprouvait, pour une raison quelconque, l'envie de blesser sa mère, de choisir la pire d'entre elles, à savoir « Tu sais, maman, nous, on n'est que des comptables. » La phrase tombait brutalement au fond du cœur de Maude, avec un bruit sec et mat, comme un caillou se précipitant au bas d'un précipice. Elle décodait parfaitement le message bien connu que lui adressait tacitement son fils. « Papa et toi, vous avez voulu que nous, il incluait son frère dans ses récriminations implicites, que nous soyons des comptables. Eh bien, nous le sommes, de vrais comptables, et on ne parle pas. Alors que tu le sais bien, maman, dans la vie, l'intérêt, ce sont les mots. La preuve, la manière dont tu vis. Vous nous y avez enfermés, papa et toi, dans la dure et sèche matérialité. Et tu voudrais quoi? Qu'on parle comme des poètes? Ma vie, maman, à cause de toi, à cause de papa, elle est plate, ennuyeuse, inintéressante. » Telles étaient les tristes pensées de Maude lorsqu'elle les laissait vagabonder au hasard d'un futur non pas immédiat mais légèrement plus éloigné du jeune couple. Elle ressassait. « Ouais, mais les mots, se disait-elle, les interprétations, les paroles, les échanges entre eux plus tard, que seront-ils? Et l'ennui alors? S'il apparaissait, ce ne serait pas vivable. » La vague d'inquiétude se retirait ensuite, selon un cycle fréquemment respecté par l'humeur humaine. Maude calmait le jeu, elle revenait peu à peu à sa sagesse de départ. Elle ne connaissait bien sûr pas la teneur intime de leur relation. Elle avait confiance en eux. Delphine était certes plus attirée par les chiffres que par les mots. Les mots parlés, du moins les mots gratuits, ceux qui permettent d'aller vers l'autre, n'avaient pas sa préférence, même si elle maîtrisait les mots imposés dans le cadre des études, des mots écrits pour l'essentiel. Le monde était, à ses yeux, objectif et mesurable. Il était, aux yeux de Maude, bien davantage un ensemble d'interprétations susceptibles d'évolution. Mais Maude la voyait qui entretenait des relations profondes et affectueuses avec sa propre famille et surtout et avant tout, le plus important, il ne s'agirait pas de l'oublier, avec son fils. Elle s'appuyait, lui semblait-il, sur des valeurs solides, et elle était du signe du cancer, ce qui n'était pas pour déplaire à Maude. Celle-ci n'était pourtant pas, loin s'en faut, une spécialiste en matière d'astrologie, mais ce signe, plus qu'aucun autre, avait justement, au fil de ses lectures, retenu son attention. Marcel Proust était du signe du cancer, doté, qui plus est, du même ascendant. Et que trouvait-on dans ces livres, si ce n'est le sens de la famille, de la tradition, du passé, des racines, de l'introspection,
ainsi qu'une insondable sensibilité. Que pouvait-elle raisonnablement demander de plus? Maud se détendait. L'avenir écrirait leur histoire. Un soir de décembre, Maud déambulait dans leur appartement presque vide de meubles. Elle pensait, pour sa part, que les deux jeunes gens avaient désormais bien assez réfléchi. Ils avaient comparé les prix et les produits, leur qualité ainsi que leur fonctionnalité. Elle circulait depuis l'entrée jusqu'à la chambre en passant par le salon et la salle à manger et elle affirma, d'une voix claire à qui voulait bien l'entendre, Luc ou Delphine indifféremment, ou bien le couple considéré dans son ensemble: « C'est mignon vraiment, comme endroit pour y vivre. Mais moi maintenant, à votre place, je me déciderais pour les meubles et j'achèterais. » Le message était clair. Ces paroles s'étaient élevées, elles avaient traversé les quelques 60 mètres carrés de l'appartement sans obtenir de réponse, des paroles sans grande importance, suivies d'un silence tout aussi anodin. 10 minutes plus tard, Maud et Delphine étaient seules, assises face à face, autour de la nouvelle table achetée d'occasion au Bon Coin, acquise quasiment gratuitement. Delphine dit alors à Maud, discrètement, gentiment, tout en souriant avec douceur: « Mais vous savez, je crois que ce n'est pas mal que tous les deux nous prenions notre temps pour choisir. On va y rester longtemps ici, vous ne croyez pas ?» Maud s'était sentie stupide. Que ne les laissait-elle vivre à leur guise? Elle les trouvait si mignons tous les deux, surtout Delphine, si attachante. Un autre soir, Thibaut, Maud et Romain découvraient les derniers aménagements du cours de Valbois. Maud s'extasiait, tout comme Thibaut, qui ne risquait pas en ce domaine de demeurer en reste. Romain manifestait le même enthousiasme. Quand Thibaut remarqua dans la chambre différentes boîtes en carton emplies de tissus, il se demanda s'il s'agissait par hasard de futurs rideaux. Delphine expliqua. Enfant, elle avait reçu plusieurs années de suite des paires de draps de qualité à l'occasion des fêtes de Noël. Ces cadeaux devaient lui servir plus tard pour monter son ménage. Delphine leur montra quelques-unes des parures, brodées et de couleur pastel. Maud avait alors imaginé son état d'esprit à l'époque et aussi dans l'instant présent. Elle-même se sentait si négligente, elle perdait les objets dès qu'elle n'en avait plus l'usage, ils s'évanouissaient hors de sa vue. Recevoir ce type de cadeau à 12 ou 14 ans ne devait pas être si réjouissant. Delphine les avait gardés et les avait consciencieusement apportés avec sérieux, avec sagesse, dans sa nouvelle maison. Maud la trouvait touchante, et elle songea qu'elle n'aimerait pas que cette mignonne jeune fille souffre à l'avenir, pas plus que son fils, si leur histoire devait un jour prendre fin. « Tu avais des draps, toi, à Noël, à 14 ans ?» avait remarqué Luc après un bref silence, aussi surpris que celui de sa mère. « Bien moi, au même âge, j'avais des petites voitures. » Maud l'avait entendu. De telles anecdotes devaient très certainement nourrir la tendresse de son fils pour sa petite amie. « Elle est jolie, cette commode !» dit Maud à Delphine le même soir, toujours cours de Valbois. « Tu l'as rapportée de chez toi ?» « Oui, répondit Delphine,
Je libère ma chambre. Je l'occupais avec mes 2 frères. Ils n'habitent plus l'appartement. Mes parents vont transformer la pièce. Ce sera une salle de sport. » Maud fut un peu peinée. Delphine était bien évidemment aimée par sa famille. Thibaut, Maud et Romain avaient été invités un dimanche par ses parents dans leur appartement de Bobigny. Ses 2 frères ainsi que leurs petites amies étaient également présents. Ils avaient déjeuné et dîné ensemble. L'après-midi, ils s'étaient promenés au bord du canal de l'Ourcq. Delphine était entourée. Mais Maud la trouvait, encore une fois, cernée par l'aspect matériel des choses. Elle était aimée, mais elle n'aurait plus de chambre, elle n'aurait plus de lit, elle n'aurait plus sa place chez ses parents, et Maud ne pouvait sur le moment s'empêcher de penser que cette façon d'aimer était juste un peu rugueuse, quelque peu expéditive, un peu dure au fond. Delphine avait aussi apporté une guitare sèche, une guitare électrique et une paire de baffes. Elle ne savait pourtant pas jouer de cet instrument, mais de même qu'elle n'avait pas oublié les parures de drap, cadeau de son enfance, de même qu'elle choisissait posément un canapé ou une table basse, elle avait pris soin d'inclure les instruments de musique dans ses bagages. De tels objets ont une valeur, d'autant plus lorsqu'on est attaché à une culture du matériel et du concret. Si l'on possède des guitares, quand bien même on ne pratique pas, on les emporte avec soi. Par ailleurs, sait-on jamais, il n'est pas exclu que l'on décide un jour d'apprendre à faire vibrer les cordes de l'instrument. Delphine avait un jour évoqué ce projet. Maud était cette fois encore touchée par l'attention que Delphine accordait aux objets. La jeune fille était attirée par la musique. Elle avait longtemps suivi des cours de clarinette au conservatoire de sa commune. Elle en jouait bien. Sans doute avait-elle été également séduite par la guitare. Elle avait obtenu ces 2 instruments par cadeau interposé ou achat personnel, et ils étaient, quelle qu'en fût leur origine, des objets réels et concrets, dotés d'une valeur et d'un prix. Delphine ne savait pas en jouer. Pour une raison ou pour une autre, elle n'avait pas suivi de double apprentissage dans le cadre du conservatoire. Il est souvent plus facile d'avoir un objet plutôt que de savoir faire ou savoir être. Mais les guitares étaient restées, telles des traces d'un désir passé ou même actuel. Les guitares lui appartenaient, elles étaient là, désormais visibles à l'endroit où elle vivait. Elle cristallisait son désir de musique, ainsi que des sentiments ou des émotions qui l'avaient traversé. Maud voyait les 2 instruments adossés contre le mur de la chambre comme des symboles de la jeunesse, d'une volonté d'apprendre et de s'ouvrir au monde. À 12 ans, Maud avait elle aussi voulu apprendre la guitare. Elle en avait rêvé après une soirée passée au club nautique voisin en compagnie de ses parents. Elle avait été fascinée par l'ambiance qui était devenue douce et détendue. À peine un jeune homme avait-il commencé à chanter tout en s'accompagnant à la guitare. Elle avait désiré faire la même chose. Elle l'avait dit à ses parents, qui lui avaient offert pendant plusieurs années des cours particuliers. Elle n'avait cependant jamais atteint son rêve. Monsieur Joliet était spécialiste de guitare classique. Monsieur Joliet était spécialiste de guitare classique. Il n'avait aucune intention de changer de répertoire, absence d'intention qu'il s'était soigneusement gardé de dévoiler. Maud lui avait régulièrement demandé « Et les chansons, quand nous y mettrons-nous » ? « Plus tard, répondait-il immanquablement. Cela viendra facilement ensuite lorsque tu auras les bases en musique classique. Mais la variété ne vint jamais, même si Maud atteignit,
à force d'application et de travail, un excellent niveau d'interprétation des études de Fernando Sor et autres compositeurs émérites de guitare classique. À plus de 30 ans, elle se mariait et emménageait dans l'appartement parisien de Thibaut. Elle savait jouer de la guitare. Elle ne pratiquait plus depuis longtemps et ne s'était pas encombrée de ce bel instrument de bois verni dont les cordes étaient douces au toucher. Elle savait jouer, mais elle avait abandonné l'objet. Elle n'avait plus l'intention d'ouvrir une partition. À 33 ans, elle savait que les loisirs qu'elle aurait de reste, après le travail et la vie conjugale, seraient consacrés à l'écriture plutôt qu'à la musique. Delphine, quant à elle, ne savait pas jouer, mais elle restait attachée à l'objet. Son avenir en ce domaine était ouvert. Maud la trouvait souple, jeune et pleine d'allant. Elle nourrissait en elle des désirs divers, variés, encore peu définis et empreints d'optimisme. Elle souriait à la vie. Luc et Delphine habitaient en novembre 2014 pour partie boulevard de Tessier et pour partie cours de Valbois. Le groupe des 5 prit alors l'habitude de se retrouver quelque 2 fois par semaine dans un petit restaurant voisin. Ils dînaient ensemble et bien sûr ils échangeaient, ce qui constituait aux yeux de Maud la grande affaire de l'existence. Ils s'étaient arrêtés après l'un de ces agréables dîners devant l'immeuble du boulevard de Tessier. Thibaut, Maud et Romain s'apprêtaient à gagner le hall d'entrée, tandis que Luc et Delphine rejoindraient le cours de Valbois. Ils se souhaitaient une bonne nuit. Maud n'était vraiment pas loin de se sentir tout au fond d'elle-même la plus heureuse des femmes. Elle éprouvait, d'une certaine manière, la réjouissante impression de vivre à la façon des aristocrates de la série Downton Abbey, une série désormais universellement connue à la saveur très nettement sucrée, ou encore, pour compléter la métaphore, à la tonalité approchant celle d'un éclatant rose fuchsia. La jolie imagerie de la vie familiale dans un château anglais avant la Grande Guerre suscite chez le spectateur à l'aube du XXIe siècle un plaisant sentiment de nostalgie, et Maud se délectait en toute simplicité des heures et malheurs des châtelains du comté de Grantham. Mais à dire vrai, une fois dépassés les aspects belles images principalement colorées de rose et de séduisantes friandises essentiellement sucrées, Maud se devait d'avouer que ce genre de vie familiale entrait en résonance chez elle avec une forme de désir ou de rêverie discrètement enfouie. Maud n'était certes pas encore atteinte de débilité mentale au plus extrême degré de gravité, elle avait encore conscience qu'elle n'appartenait pas à la classe des aristocrates anglais du début du siècle dernier. Sa lucidité était sur ce point fort heureusement inentamée, mais rien ne lui interdisait de laisser vagabonder son imagination. On vit en 2014, on dispose d'un écran de télévision, on regarde une fiction pour grand public peu complexe et relativement manichéenne, et l'ensemble de ces considérations n'empêche pas de rêver. Ce type de divertissement n'est-il pas au fond précisément conçu en ce sens? On peut donc dès lors écarter toute vergogne par nature pusillanime et choisir de révéler, aussi honnêtement que faire se peut, ces discrètes rêveries, éventuellement socialement incorrectes de Maud, rêveries selon lesquelles la vie à la manière de Downton Abbey ne lui déplairait pas.
une vie où chacun vaquerait à ses occupations dans la journée et se retrouverait le soir pour échanger dans des conditions extrêmement favorables de confort et d'élégance. En 1910, dans le comté de Grantham, on parcourt à cheval prairies et chemins creux de la campagne alentour. On tente de soulager quelques malades de l'hôpital voisin. On rencontre ses métayers. On s'adonne à la lecture, à la musique, ou bien l'on choisit de passer quelques jours dans les beaux quartiers de Londres. En 2014, à Paris, on va à l'université ou dans les locaux de ZA Infrastructure. On écrit tout en rencontrant ses amis, l'on s'affaire, et dans les deux cas, dans la campagne anglaise post-victorienne, tout comme dans l'Est parisien à l'époque actuelle, on se retrouve ensuite à table, non pas, précisons-le, essentiellement pour se nourrir, mais bien davantage pour échanger. Se nourrir apparaît au fond si élémentaire que l'activité en devient accessoire. Elle constitue certes la raison première de la réunion familiale, mais on l'aura remarqué, l'intérêt des scènes de la série en question se révèle à l'écoute des propos échangés autour de la table et n'étant rien suscité par les savoureux aliments présentés dans des services de la plus fine porcelaine. Est-il par ailleurs besoin de souligner que l'aspect élémentaire des repas se trouvait être, il y a 100 ans dans les châteaux de l'Oxfordshire, quasiment transparent, car assuré par d'impressionnantes équipes de majordomes, intendants, cuisiniers et aides-cuisiniers. Les discrètes rêveries de Maud consistaient de la sorte à s'imaginer libérée des tâches matérielles, tout en privilégiant les échanges entre les membres de la famille. Et Maud vivait, à vrai dire, exactement selon ses principes. À chaque fois qu'elle retrouvait mari et enfants dans le petit café-restaurant à 2 pas de l'appartement. Elle en avait une très nette conscience en ce soir de novembre, alors que la famille se séparait devant le jardinet du boulevard de Tessier, alors que la nuit était douce, et qu'en dépit des lumières toujours présentes dans les rues de Paris, des lueurs d'étoiles brillaient par-delà les toits et les branches dénudées des arbres de la ville. Maud s'engagea dans l'allée et libéra le pétulant cocker de la famille, qui s'offrit une belle accélération jusqu'à la porte d'entrée. Le jeune couple s'éloignait, leur appartement les attendait, blanc et vide. Des étagères, aménagées dans des cloisons à claire-voie, présentaient des surfaces nues, vierges de tout livre ou objet décoratif. Ils allaient pénétrer dans un espace dégagé, alors que l'encombrement et la surabondance menaçaient en permanence chez Thibaut et Maud. Thibaut se levait le matin, ses chaussettes serrées dans une boîte en carton sur une série d'étagères chutaient sur le parquet. Les étagères de plastique bon marché achetées, montées et posées par Maud à même le sol couraient sur toute la longueur du couloir. Les livres débordaient derrière les lits et dans des boîtes, dans les armoires, sous les canapés, dans des poufs de rangement, derrière la boxe et sous l'aquarium. Maud avait, au fil du temps, orné les murs de la grande salle d'images de bateaux et de paysages maritimes. Elle y avait ajouté les encres d'un artiste qu'elle avait connu quand elle travaillait ses textes dans un atelier de peintre, et également
des photos du port de la Bastille. Elles avaient été prises des années plus tôt par un photographe amateur qui organisait des ateliers d'écriture dans son bateau amarré dans le bassin de l'Arsenal. Maud y écrivait chaque semaine. Le voilier dématé pour l'occasion était cependant un vrai bateau marin avec compas, sextant, table à cartes et pilote automatique. La brise formait des vaguelettes sur le miroir de l'eau qui brillait sous le soleil du matin. Des familles de canards traversaient fiers et dignes le bassin d'une rive à l'autre. Maud avait également agrandi et placé sous verre une carte postale envoyée par sa mère pendant une triste période qui avait duré 10 ans. La rupture était alors consommée entre la mère et la fille. Elles ne se voyaient pas, ne se téléphonaient ni ne s'écrivaient. La seule exception avait été cette unique carte, une aquarelle qui évoquait l'île de Signac, où Maud avait passé ses vacances d'enfant. Une ligne de dunes ondulait sous un ciel clair. Une bicyclette et des avenaux appuyés contre un muret de pierre attendaient le pêcheur. L'image, visible depuis la table de la salle à manger, rappelait régulièrement à Maud sa surprise émue à la lecture des quelques mots de sa mère. La mère et la fille étaient à l'époque perdues, l'une pour l'autre. Et aussi, à côté du paysage vendéen typique de l'île de Signac, la danse de la vie humaine de Nicolas Poussin. Une autre carte postale, de même agrandie et placée sous verre, avait été envoyée depuis Londres par un ami de Maud. Elle venait de lire le cycle romanesque du même nom d'Anthony Powell, un illustre romancier anglais. La subtilité et la profondeur tenues sur les 12 volumes du récit l'avaient fasciné, et Grégoire, son ami de toujours, lui avait adressé cette carte. Il sortait du musée où l'œuvre était conservée. Il avait en tête l'enthousiasme de Maud. Amusé, il lui avait écrit son bon souvenir depuis la Wallace Collection. Sur le mur de la salle à manger, les allégories des 4 saisons formaient une joyeuse ronde et évoquaient, dans l'esprit de Maud, ces longues heures de compagnonnage avec l'auteur britannique quand elle découvrait sa prose, précise, posée et nuancée. Elle pensait aussi à Grégoire et à leur longue complicité, depuis leur classe préparatoire puis leurs études à HEC. Les images sur les murs étaient des traces et des couches de vie peu à peu déposées. Elles témoignaient de souvenirs et d'émotions passées. Quant aux photographies de famille, les seules mises en évidence dans l'appartement montraient le père de Maud. Il n'était plus de ce monde depuis bientôt 20 ans. Un cancer l'avait emporté, d'autant plus foudroyant qu'il avait d'abord été discret. Maud avait alors ressenti l'impérieux besoin d'écrire sur lui, et une fois parvenue au terme de son livre, une autre nécessité s'était fait jour. Elle avait fabriqué un pêle-mêle d'images où il figurait. La réticence de Maud pour les photos en exposition
s'était pour l'heure évanouie, bien au contraire, elle avait voulu rendre visible aux yeux de tous, et le plus possible, c'est-à-dire peu, puisqu'il n'était plus là, l'allure de son père, son sourire, ses gestes et ses regards. Les cadres sur les murs, les chaussettes dans les boîtes, les livres dans d'improbables endroits, étaient des sédiments, des empreintes, des teintes et des couleurs d'hier et d'aujourd'hui. Le plein dans cet appartement de ce côté-ci du boulevard, le vide de l'autre côté du boulevard. Luc et Delphine dormaient quelque 3 fois par semaine boulevard de Tessier, il leur arrivait de rentrer tard, ils passaient d'abord cours de Valbois, entourés par de sobres murs blancs, ils prenaient des mesures et imaginaient des aménagements futurs. Ils arrivaient ensuite boulevard de Tessier, ils étaient accueillis avec force démonstration, le chien aboyait, on blaguait, on posait des questions, on riait. Romain sortait de sa chambre, la vie circulait chez eux. Boulevard de Tessier. Le cours de Valbois, quant à lui, céderait la place plus tard et en son temps au plein, au bruit et au mouvement. Maude les regardait. Ils entamaient leur tout nouveau chemin. Tout est à faire, se disait-elle. Elle avait confiance, elle les trouvait touchants à l'orée de leur existence. Elle les aimait, ces deux jeunes gens. L'appartement du cours de Valbois datait des années 20, de fines moulures ornaient le plafond et le dessus des portes, la vue était magnifique, sur les pavillons Ledoux qui signalaient classiquement l'une des portes historiques de Paris, les peintures impeccables, claires et neutres, laissaient toute liberté pour imaginer la future décoration des pièces. La cuisine est trop petite, fut le commentaire de Luc l'un des tout premiers jours où ils faisaient ensemble le tour du propriétaire. Il ne dit pas un mot sur les moulures. Et puis les murs blancs, ce n'est pas terrible. C'est froid, c'est plutôt triste, fut une autre de ses appréciations. Mais il faut décorer, avait répondu Romain. Mettre des bateaux sur les murs, par exemple, c'est bien les bateaux, non? Ah non, pas du tout, pas des bateaux, avait rétorqué Luc, tout en jetant un regard latéral vers Maude, qui pour sa part couvrait les murs de sa maison de bateaux en tout genre, photographiés, lithographiés ou peints. Elle avait également dans le passé sévi dans les chambres des garçons. Elle leur avait offert par un beau matin de Noël 2 grandes lithographies voilières qui trônaient depuis ce jour devant leur lit. Pas de remerciements donc, ni même d'approbation concernant le logement gracieusement mis à disposition. De plus, le goût de maman n'est pas du tout le mien, fut le sens des propos de Luc. Ce n'est pas bien grave, s'était dit Maude. Il changera quand il sera plus fort, le temps est encore trop proche où il dépendait de nous, il était formé, contraint, contrôlé par nous à l'école, après le bac. Il va vivre dans un lieu choisi par son père, et il affirme sa différence. Son indépendance, en parole, sa mauvaise humeur, parce qu'il est vulnérable, il veut griffer en fait, à sa façon, il griffe son père, il griffe sa mère, mais pour un temps seulement. Maude confirmait en pensée son absolue certitude, elle l'aimait, ce grand-fils peu assuré au fond. Il grandirait encore. Chapitre 3. Lien. Au retour des Antilles, Maude appela de nouveau sa mère presque chaque jour. Comment une femme de 80 ans et vivant seule pourrait en effet ne pas être soutenue moralement? La rupture entre la mère et la fille appartenait depuis plusieurs années maintenant au passé. Le lundi 7 novembre au matin, Maude décrochait son téléphone. Son dernier appel datait du vendredi précédent.
Le week-end, ces hommes étaient à la maison et une trêve des conversations mère-fille intervenait. Maud entendit les premiers mots de Claire. Sa voix était mécanique et froide, heurtée, factuelle, lacunaire, sans âme. Maud comprit immédiatement. Claire avait été triste ces 2 derniers jours. Maud fut consternée. Mais comment donc avait-elle fait pour ne pas anticiper sa peine du week-end? Claire avait certes l'habitude des week-ends où elle ne prévoyait ni rencontre ni activité, à l'exception, cela va sans dire, de la messe dominicale, mais Maud aurait pu cette fois-ci être plus vigilante. Depuis quelque temps, Thérèse, sa sœur aînée, se montrait froide et distante envers leur mère. Son moral en était affecté. Maud avait immédiatement perçu une semaine plus tôt, le lundi 2 novembre, dès son premier appel après son intermède tropical, cette toute nouvelle fragilité maternelle. Elle n'aurait donc jamais dû l'abandonner pendant 2 jours pleins, sans l'appeler, sans lui parler, sans l'écouter, ni lui lire des textes à haute voix. Lire des romans par épisode était leur activité commune, qui leur permettait d'entamer d'étonnants voyages. Elles s'éloignaient de leur propre vie, elles échangeaient sur l'extrait du moment, elles s'interrogeaient, elles comparaient leurs perceptions, elles prenaient conscience de leur vision proche ou de leur divergence. Une distance bénéfique se glissait entre elles et leur existence, quotidienne, matérielle, inéluctable et obligatoire. Fluidité et légèreté s'invitaient dans leur conversation, accompagnaient leur matinée ensuite. Ce dernier week-end, le samedi 5 et dimanche 6 novembre, était passé et les démons avaient gagné la partie. Les questions douloureuses du genre « À quoi sert donc ma vie ?» mêlées aux idées noires, se résumant à « je ferais mieux de quitter ce monde », c'était du samedi matin au dimanche soir, relayé dans l'esprit de Claire en une sombre danse dure et mortifère. Maud fut catastrophée. Elle ne supportait pas que sa mère soit habitée pendant 2 longues journées par ces terribles pensées. Maud avait son idée sur l'origine des tensions entre Thérèse et Claire. Celle-ci avait passé une semaine dans sa maison de Signac. Elle y avait accompagné Thérèse, qui avait souhaité profiter de quelques jours au bord de la mer avec ses petits-enfants. Les vacances de la Toussaint commençaient. Un séjour maritime était tout indiqué pour occuper les jeunes écoliers. Les 2 femmes étaient parties, et Maud avait compris, dès le lundi 31 octobre donc, à la simple écoute de la voix de Claire, qu'elles s'étaient toutes 2, pendant ce séjour, transformées en êtres de devoir au service des petits-enfants pour l'une et arrière-petits-enfants pour l'autre. Les courses, la préparation des repas, le ménage, la surveillance de Victor et Amélie furent autant de tâches parfaitement réalisées, mais dans la contrainte et la gêne. Aucune des 2 n'évoqua bien évidemment le malaise, puisqu'une mère et sa fille sont à minima censées être capables de vivre ensemble harmonieusement sous le même toit pendant une semaine. La gêne avait duré après leur retour. Thérèse n'était pas précisément réputée pour l'extrême souplesse de son caractère, et Claire craignait, depuis toujours, ces réactions d'un genre le plus souvent relativement autoritaire. Il n'était dans ces conditions pas très étonnant que, contrariée par son séjour vendéen, Thérèse persévéra dans une attitude sévère envers sa mère. Maud réitéra après ce triste lundi ses appels quotidiens, la douceur, la détente, la confiance, le récit du quotidien, la transparence, reprirent peu à peu leurs droits. Claire redevint loquace,
Elle confia de nouveau à sa fille les détails de sa vie, de ses courses, de son ménage, de ses rencontres, de son activité de catéchuménat. Elle commenta les films du soir à la télévision et ses lectures du moment. Claire avait retrouvé son allant. L'angoisse du dernier week-end n'était plus qu'un souvenir, mais Maud avait compris la leçon. Elle n'oublierait pas à l'avenir de s'informer de son programme de fin de semaine, et en cas de calme plat, prévisible, elle saurait d'une façon ou d'une autre intervenir. Elle ne l'abandonnerait pas une deuxième fois à ses idées noires, elle y veillerait. Maud avait discuté avec sa plus jeune sœur avant le départ de Claire pour Signac. « Maman accompagne Thérèse pour l'aider », avait-elle expliqué à Cathy. « Elle dit que ce ne serait pas facile dans sa maison de s'occuper seule de 2 enfants. » Elle se trompe peut-être, mais au fond, même si elle n'aide pas vraiment, elle le croit. C'est son intention, c'est plutôt gentil. « Pas du tout, lui avait répondu Cathy, c'est pour ennuyer Thérèse. Elle veut être là, c'est sa maison, et elle s'impose. » Cathy vivait une période où elle pardonnait peu de choses à sa mère. Novembre 2014, Rosalie, une amie proche de Maud, avait subi en 2012 de lourds traitements contre un premier cancer. Elle vécut ensuite une rémission d'1 an, puis un autre cancer se déclencha et elle dut une fois de plus en passer par l'ensemble des soins prodigués en ce cas. En novembre, elle se rétablissait peu à peu. Maud l'appelait aussi souvent qu'elle le pouvait. Ensemble, elles luttaient contre la bête hostile qui peut-être se dissimulait tapis en embuscade afin de déclencher encore l'une de ses attaques. Toutes deux essayaient de donner du sens aux épreuves de Rosalie. Elles ne disposaient que d'un moyen d'action. Elles parlaient de la joie. Elle supposait que le meilleur rempart de Rosalie pour prévenir d'éventuelles futures agressions était de cultiver en elle sourire, détente et légèreté. Elle se racontait de belles histoires, en misant de la sorte sur de belles relations de cause à effet. Si la joie demeurait présente et agissante, la maladie s'éloignerait. Mais avait-elle le choix? Il leur fallait intervenir, mener le combat. Maud pensait à la grande illusion de Renoir, où les prisonniers sans espoir de libération creusaient un tunnel. Le résultat était incertain, mais le but existait à l'origine du mouvement et qui donnait du sens à une existence limitée par des murs infranchissables. Maud encourageait son amie. « Pense à la joie !» lui répétait-elle, mais la partie était parfois difficile. Rosalie était contrariée quand sa fille aînée, en école d'ingénieur, à 500 kilomètres de leur domicile, annonçait sa venue à une certaine heure pour un déjeuner familial et retardait son arrivée indéfiniment jusqu'à plus d'heures. Malheureuse et triste, en désaccord avec son mari qui pour sa part se montrait plus conciliant, Rosalie était soudain victime d'une forte poussée de fièvre et prenait le lit. Elle retournait à l'hôpital dans la ville voisine et non pas à Villejuif dont tous les lits étaient occupés. Rosalie serait pour un temps de nouveau cernée par 4 murs blancs et aseptisés. Maud attendait qu'elle soit installée dans sa chambre. Alors elle l'appellerait et elle l'aiderait, comme elle le pourrait. Novembre 2014. Cathy prenait des antidépresseurs depuis peu. Elle élevait seule ses 2 fils jumeaux, ils avaient 18 ans et aucun des 2 n'était assuré d'avoir son bac. Elle était minée par l'angoisse. Lorsqu'elle apprit cette nouvelle, Maud décida de la rencontrer régulièrement. Cathy lui parlerait, Maud tenterait de l'aider. Gestionnaire dans un collège, Cathy n'avait que peu de temps, et les 2 sœurs convinrent du dimanche après-midi, seul moment relativement libre pour Cathy. L'une habitait à l'est et l'autre
à l'ouest de Paris. Maud lui proposerait des rencontres régulières à mi-chemin dans un café de la place de l'Opéra. Novembre 2014. Maud avait connu Nino quelques semaines avant l'été. Il découvrait alors ses ateliers d'écriture. Maud les proposait gratuitement, car écrire ses romans les uns après les autres lui était absolument nécessaire. Elle n'était pas publiée à compte d'éditeur et se serait sentie très seule sans ces rencontres hebdomadaires. Nino était devenu un ami. Ingénieur à la retraite, italien vivant en France, divorcé depuis des années, il écrivait des haïkus tendres, nuancés et drôles. Après son retour de Martinique, Maud reprit ses rendez-vous quotidiens avec lui. Elle le rencontrait au premier étage du Père Tranquille dans le quartier des Halles. Ils étaient deux artisans penchés sur leur ouvrage. Nino écrivait un nouveau recueil de haïkus et Maud travaillait à son roman du moment. Nino n'était pas heureux. Ses deux filles avaient des enfants et il se demandait si elles étaient de bonnes mères. Il passait des heures sur Internet et imaginait que ses petits-enfants subissaient tous les troubles psychologiques, voire psychiatriques possibles. Sa plus jeune fille surtout l'inquiétait. Il la trouvait autoritaire, elle désirait la perfection pour ses deux fils, il était sûr qu'ils en souffraient. Maud l'écoutait. Les relations entre le père et sa fille lui semblaient fusionnelles. Tasia adorait visiblement son père, elle intervenait dans sa vie pour l'aider, disait-elle, mais elle l'injuriait copieusement. Si par malheur il s'opposait à elle, elle le couvrait de cadeaux. Écharpes, cache-colle, gilets, bonnets, dont il n'avait que faire, de provisions alimentaires supervitaminées pour personnes anémiées, ce qui n'était pas le moins du monde, de fruits et légumes en telle quantité qu'ils ne pouvaient tous les consommer. Elle transformait son balcon en magnifique espace vert planté d'arbustes et de rosiers grimpants, tout en prodiguant des instructions précises en matière d'arrosage, dont elle ne manquait pas de contrôler l'application à chacune de ses visites. Elle était à la fois généreuse et possessive, affectueuse et colérique. Elle agaçait son père. Nino n'en était cependant pas profondément affecté pour ce qu'il concernait, mais il était anxieux pour ses petits-enfants, qui risquaient selon lui de se transformer sous l'influence d'une telle mère en de tristes singes savants, éteints et dépressifs. Maud essayait de l'apaiser. Elle était sincère lorsqu'elle lui disait qu'il agissait au mieux. Il prodiguait amour et attention à sa fille. Il emmenait ses petits-enfants au bois de Vincennes. Il faisait de la barque avec eux. Ils allaient au cinéma voir des films de Charlie Chaplin et aussi au théâtre pour enfants, dont il choisissait soigneusement les spectacles. De temps en temps, l'un d'eux dormait chez lui. Il transformait son salon en camp retranché avec tente pour indiens entre la table basse et le canapé. Il leur téléphonait et leur écrivait des cartes postales. Il aurait voulu passer plus de temps avec eux en l'absence des parents. Maud était d'accord. Son influence leur était bénéfique. Il était calme, souriant, serein, philosophe à sa façon. Elle le rassurait. Elle lui répétait qu'il avait été un père proche et attentif. Il n'avait rien à se reprocher. Fais confiance à tes filles.
lui disait-elle, ainsi qu'à tes gendres et à tes petits-enfants. Ils ont de la ressource, plus que tu ne crois. Elle lui tenait ce discours lorsqu'elle le rencontrait. Elle insistait pour qu'il soit moins sévère avec lui-même. Novembre 2014. Luc entrerait bientôt chez l'Arctique Frères. Il habiterait alors Cour de Valbois, non plus partiellement, mais à temps complet. Maude se demandait s'il réussirait encore de temps en temps à se parler en tête-à-tête. Cette dernière année, les occasions s'étaient d'ores et déjà faites rares. Luc travaillait en alternance, il se réveillait le matin, partait tôt, revenait le soir, la plupart du temps avec Delphine. L'appeler dans la journée était hors de question, il avait d'autres priorités que de parler avec sa mère au téléphone. Maude était ennuyée, parce qu'elle pourrait éprouver, un jour ou l'autre, le besoin de lui parler de sujets qui se révéleraient peut-être, sait-on jamais, d'une certaine importance. Récemment, par exemple, à chaque fois que tous deux avaient eu par hasard une conversation, celle-ci avait influencé leur vie de façon nettement favorable, pensait Maude. Ces occasions, par 2 fois, s'étaient manifestées parce que Maude faisait sitting avec son ordinateur sur le canapé de l'entrée, la place stratégique et centrale de l'appartement. Dans les 2 cas, Luc avait tout simplement ralenti le pas alors qu'il passait négligemment par là. Il avait, lors de leur premier échange, fait remarquer l'inactivité notoire de la famille, tant le soir, on ne dîne jamais ensemble, qu'en fin de semaine, on ne fait jamais rien, on reste à la maison. Les dîners en famille, ainsi que les week-ends à la campagne, étaient devenus, dès lors, tout à fait habituels. Maude s'était demandé, lors de son 2e arrêt devant le canapé, si Delphine resterait sa petite amie une fois leurs études terminées. Quelques minutes plus tard, après la réponse de Maude, Luc acceptait enfin l'appartement, Cour de Valbois, vainement proposé par son père depuis des semaines. Maude s'interrogeait. Comment pourrait-elle, une fois qu'il aurait déménagé, le mettre au courant d'une question qui, sur le moment et en son âme en conscience, la préoccuperait? Elle excluait le téléphone, tout autant que les lettres orales sur répondeur. Luc refuserait les longs messages accumulés que sa mère affectionnait et qu'elle adressait aussi bien à Thibault qu'à certains de ses amis les plus proches. Il l'avait trop écoutée sur cassette du temps où elle travaillait. Elle lui préparait à l'époque des cassettes de révision de leçons qu'il écoutait chaque jour à l'heure du déjeuner. La nounou qui restait à la maison toute la journée y veillait, et le soir, avant le retour de Maude, il avait le plus souvent droit à une nouvelle séance. Il affirmait depuis ce temps haut et fort qu'il ne supportait plus la voix de sa mère en décalé. Après avoir longuement réfléchi à cette épineuse question, Maude trouva enfin la solution. Elle lui écrirait. Elle pourrait ainsi prendre tout son temps, pourrait sans problème développer les différents tenants et aboutissants, ainsi que les arguments et contre-arguments des sujets qui lui tiendraient à cœur. Si l'on veut convaincre, l'on se doit d'approfondir, et ce que l'on écrit en 1 heure ou même davantage est aisément parcouru en quelques minutes. À coup sûr, Luc accepterait ce type de lien en certaines circonstances, c'était décidé. Maude lui écrirait. À l'heure des mails, la voie s'ouvrait, toute tracée et même royale devant elle.
Fin du roman. Reprise du sommaire. Première partie à Paris. Chapitre 1, premier emploi. Chapitre 2, vers la Martinique. Deuxième partie aux Antilles. En avion. Arrivée. Dépaysement. Silence. Regard. Écouteurs. Un nouvel habit. Un bel appartement. Regard. Dernière journée. Troisième partie, à Paris, la santé, jeu de Lego, des liens.